Donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence publique du LIRES. Je m'appelle Olivier Bégin-Cahouette, je suis professeur adjoint au département d'administration et fondements de l'éducation à l'Université de Montréal et je suis en compagnie d'Alexandre Beaupré-Lavallée, également professeur à l'Université de Montréal, et Marie-Josée Goulet, professeure à l'Université du Québec en Outaouais. Nous sommes tous les trois membres du comité de coordination du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, le LIRES, qui est depuis peu le plus grand regroupement de chercheurs intéressés par l'enseignement supérieur au Canada. Alors, nous sommes très fiers de cela. Nous avons plusieurs événements que nous organisons pour les étudiants au cycle supérieur, de même que pour la communauté universitaire et le public en général. Et aujourd'hui, c'est une conférence publique qui est diffusée en direct sur notre page Facebook, mais qui sera aussi enregistrée pour être éventuellement sur notre chaîne YouTube. Voilà, je voudrais pas prendre trop de temps et laisser le plus de temps possible à notre invité. Alors, je vous présente, sans plus attendre, Didier Pidika-Mukawa, qui est professeur à l'Université de Kinshasa, qui est aussi membre invité du LIRES et là, je suis désolé de dire, alors je vais dire, professeur au département de sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa et membre invité du LIRES. D'ailleurs, si jamais vous vous intéressez au LIRES et vous voulez, par exemple, en apprendre plus sur Didier, vous avez, ou sur nous, vous avez toujours la possibilité d'aller sur notre site web lires.ca. Et donc, Didier Pidika va nous présenter cette conférence qui s'intitule l'émergence et le développement des universités privées à Kinshasa, qui est basée sur l'étude doctorale qu'il a menée. Et je vais lui laisser évidemment le temps de décrire cette étude-là. Et vous pouvez toujours, dans les commentaires, poser vos questions. Nous allons lire les commentaires en direct. Et bien, nous allons les lire. Et lorsque Didier aura terminé sa conférence, nous allons lui poser les questions. Donc, si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas à les poser et nous serons là pour les prendre en note. Donc, Didier, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Olivier, pour la parole, ainsi que les membres du comité de coordination de l'IRES pour cette opportunité que vous m'accordez finalement de pouvoir livrer les résultats de ma recherche doctorale principalement que j'ai y amené depuis de cela quelques années. Donc, je vais partager l'écran pour pouvoir donner la possibilité de voir mes slides en diapo. Ça ne sera pas long. Est-ce que vous les voyez comme moi? Oui. OK, parfait. Donc, voilà mon petit plan de présentation. Je vais parler premièrement de l'enseignement sous la colonisation belge comme une mise en perspective historique. Deuxièmement, j'évoquerai l'avènement de l'université congolaise. Et troisièmement, j'aurai à vous présenter l'inflation des universités privées et je terminerai mon propos par une brève conclusion. Donc, nous parlons bien de la RDC, c'est un pays qui se trouve en Afrique centrale. Elle est vaste d'une superficie de 2 345 000 km². Elle fait donc la RDC, elle est 4 fois plus grande que la France et 80 fois plus grande que la Belgique. En termes de la population, elle est estimée à plus ou moins 80 millions d'habitants. Et c'est en 1960 que la RDC a acquis son indépendance politique, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à l'enseignement sous la colonisation belge? Il y a deux grandes périodes qu'il faut distinguer pour ce qui est de la colonisation belge au Congo. Premièrement, il y a l'État indépendant du Congo, qu'on appelle en abrégé EIC, qui a duré de 1885 à 1908 ou 1908. L'EIC était la propriété personnelle du roi Léopold II. C'est très bien important de le mentionner parce que nous allons voir dans la suite des événements comment finalement l'enseignement est né et comment l'université a été créée. Pendant cette période, il y a trois grands acteurs qu'il faut mentionner qui ont eu à jouer un rôle selon les différentes missions qui ont été
donné par le roi Léopold II. Et ce qu'on a appelé par les trois acteurs dans la littérature, c'est la trilogie coloniale. Et dans cette trilogie coloniale composée de ces trois acteurs, l'indigène était au cœur des enjeux. Les premiers grands acteurs, c'était les entreprises privées qui avaient le rôle d'exploiter la colonie, exploiter les ressources naturelles de la RDC ou de la colonie belge, en s'appuyant sur la force de travail des indigènes. Donc l'indigène, par rapport à l'entreprise, est l'élément, c'est une force productive qu'il fallait exploiter pour pouvoir exploiter les ressources naturelles. Et très clairement, la littérature a parlé du pillage des ressources naturelles de la colonie belge. Et donc, il y a eu beaucoup d'exactions qui ont été commises pendant cette période dans l'exploitation de ces richesses. Et le deuxième acteur, c'est la bureaucratie coloniale qui était formée d'une constellation de fonctionnaires coloniaux qui avait comme objectif d'organiser l'administration du territoire. Et par rapport à l'indigène, le rôle de la bureaucratie coloniale était d'encadrer, de le contrôler et de l'administrer pour le bien-être de la colonie, mais aussi de la métropole. Et donc, le troisième acteur, c'est l'Église catholique, à qui on avait donné le rôle de pouvoir protéger et éduquer l'indigène. Selon les parties signataires à l'acte de Berlin, en 1885, il était obligé aux pays qui devaient coloniser les colonies africaines de pouvoir civiliser, n'est-ce pas, les indigènes qu'il allait rencontrer. Civiliser voulait dire éliminer des sociétés indigènes tout ce qui paraissait comme inadmissible, le cannibalisme, les coutumes considérées comme barbares. Et donc, l'idéologie coloniale pour l'enseignement était il fallait un enseignement éducatif plutôt qu'un enseignement instructif. C'est-à-dire, par l'éducation, on s'est limité tout simplement à la morale qu'il fallait accompagner avec les leçons de catéchisme. Et il ne fallait pas aller plus loin que cela. Et qu'est-ce qui justifiait cette idéologie coloniale? C'était en fait l'infériorité du noir. On considérait les noirs inférieurs et comme incapables de pouvoir assimiler les matières. Il faut attendre la fin de l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire en 1908, pour que les véritables écoles soient créées et n'étaient admis que les enfants qui avaient l'âge qui se situait entre 12 et 20 ans. Pendant cette période, il y a eu beaucoup d'exactions qui ont été commises et les dénonciations ont été faites au niveau international, surtout au niveau du gouvernement britannique, mais aussi les missions protestantes. Ce qui va amener tous ces faits qui ont été dénoncés à ce que le roi Léopold II puisse céder la colonie à la Belgique. Donc, on passe à la deuxième période de cette colonisation qui est l'annexion du Congo à la Belgique et cette période a duré de 1908 jusqu'en 1960. Donc, en termes d'organisation scolaire, on va poursuivre avec l'implantation des écoles primaires à travers le territoire national, étant donné qu'il y avait des dénonciations qui étaient faites, mais les missions étrangères ont eu droit au chapitre à pouvoir continuer aussi avec leur œuvre missionnaire. Ce qui fait que comme conséquence, on va avoir les subsides qui ne bénéficiaient jusque-là qu'aux seules missions nationales, c'est-à-dire les missions catholiques, vont désormais également être octroyés aux écoles de missions étrangères, c'est-à-dire les missions protestantes. L'introduction des écoles secondaires va se faire en 1948, c'est-à-dire à quelques années avant l'indépendance. Et la question qui s'est posée, qu'est-ce qu'on devait faire de finalistes qui terminaient l'école secondaire? Est-ce que devrait-il aller poursuivre les études universitaires en Belgique, à la métropole, ou il fallait créer carrément l'université au Congo? Et cette question a longuement opposé l'Église catholique ainsi que les pouvoirs coloniaux. Les réticences, en fait, de la métropole à l'idée d'une université qu'on devait créer en Afrique reposaient sur une idéologie coloniale qui est connue par ceci, pas d'élite, pas d'ennui. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait d'élite qui allait faire écrouler l'édifice colonial. Donc, la domination coloniale, pour prospérer, devait vivre de l'ignorance décolonisée. Donc, pas question, il était hors de question de veiller les esprits des Congolais en ce moment-là. À la limite, ce que la métropole voulait, il fallait peut-être créer des facultés techniques versus des facultés comme la faculté de droit ou de philosophie et de lettres, justement pour ne pas éveiller cet esprit critique dans les Congolais, ce qui amènerait finalement à l'écroulement de l'édifice colonial. Et les trois acteurs que j'ai présentés
pendant l'État indépendant du Congo, la trilogie coloniale, c'est-à-dire les entreprises privées, la bureaucratie coloniale ainsi que l'Église catholique devaient travailler main dans la main. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'un acteur puisse trahir l'autre dans le rôle qu'il devait jouer. Mais la contre-offensive va finalement venir de l'Église catholique qui estimera que, étant donné qu'il y avait déjà l'organisation de l'enseignement primaire et secondaire, pourquoi il ne fallait pas-il créer directement une université? Et l'Église catholique va se mobiliser, va mobiliser les laïcs et les clergés de l'Université catholique de Louvain pour pouvoir créer la première université en RDC. Et donc, cette université qui sera créée sous le label de l'Église catholique, on va la nommer Université Lovanium, qui est l'actuelle université de Kinshasa. Mais il y avait la volonté de deux acteurs, on va dire. Il y a les évolués. Les évolués, c'est une classe de Congolais qui avait un niveau de 4 ans post-primaire. C'est un statut que les Belges accordaient sur base d'un certain nombre de critères. Notamment, il était question que l'administration coloniale aille à la maison de l'évolué pour voir comment il se comporte, comment il mange à table, comment il parle le français, pour pouvoir acquérir ce statut-là. Donc, ce n'était pas un statut qui est donné à tout le monde. C'était des privilégiés. Et c'est là, à l'interne, ce sont ces évolués-là, à l'interne, plus les laïcs catholiques et les clergés de l'Université catholique de Louvain, qui vont finalement être à la base de la création de l'université, de la première université, Lovanium, qui va se muer en université de Kinshasa quelques années plus tard après l'indépendance. Maintenant, pour l'État colonial, il était imprudent de laisser l'enseignement supérieur échapper à son contrôle. Et donc, il ne fallait pas laisser le monopole de l'enseignement supérieur entre les mains de l'Église catholique. D'où l'idée de pouvoir créer une université officielle qu'on a appelée l'Université officielle du Congo, qui va finalement être créée une année plus tard, après celle de Lovanium. Et c'est l'Université libre de Bruxelles qui va appuyer, sur le plan institutionnel, la mise en place de cette université officielle du Congo. Les protestantes qui avaient dénoncé avec le gouvernement britannique les exactions commises par l'administration coloniale belge, va finalement aussi créer sa propre université, mais cette fois-là, 3 ans après l'indépendance. Elle n'aura pas un appui de l'État colonial, mais ce sont les gouvernements privés étrangers qui vont appuyer la création de cette université qu'on a appelée l'Université libre du Congo. Et actuellement, c'est l'Université de Kisangani, l'une des 3 grandes universités que nous avons publiquement. Alors, les 3 acteurs, donc l'Église catholique qui crée premièrement l'université, l'État colonial ainsi que l'Église protestante, dans cette recherche, moi, je l'ai analysé sous l'angle de l'entrepreneuriat. Et donc, par rapport à la définition que donne Di Maggio, l'entrepreneur institutionnel, qui est l'acteur qui crée un nouveau contexte institutionnel en vue de promouvoir les changements institutionnels, mes analyses m'ont amené finalement à conclure que les 3 acteurs correspondaient à l'idéal type de l'entrepreneur au sens de Di Maggio. Et pour ce faire, donc les 3 ont dit à exploiter les opportunités entrepreneuriales, ils ont dû mobiliser les ressources et chacun de ces acteurs avait une stratégie discursive pour pouvoir donner du sens par rapport au projet de l'université à créer. Et donc, tout ceci, je les mets dans ces tableaux. Finalement, on a les 3 entrepreneurs. Quelle est la stratégie discursive? C'est ce que je disais tantôt. Pour l'Église catholique, c'était une production, il fallait produire une élite solidement éduquée sur base d'une idéologie catholique. Et la capacité sociale ou politique qu'elle a utilisée, c'était l'influence, étant donné que l'œuvre missionnaire est datée déjà du moment où a commencé la colonisation. Elle était influente et le Vatican était très puissant en ce moment-là et il n'y a pas eu assez de difficultés pour pouvoir braver le verrou de l'État colonial. Et dans les opportunités qu'ils ont exploitées, il y en avait 2. Premièrement, la revendication à l'interne des évolués, ce groupe-là que j'ai qualifié à part, qui s'était distingué des autres Congolais ou Noirs. Et il faut mettre aussi la pression des Nations Unies comme une opportunité sur laquelle l'Église catholique a finalement profité pour créer l'université en 1954.
l'État colonial, dans la stratégie discursive, c'était de dire qu'on ne pouvait pas laisser les monopoles de l'Église catholique en matière d'enseignement. Et pour la capacité sociale qu'il a utilisée, c'était l'influence. Mais en termes d'opportunité ou de l'exploitation de l'opportunité, c'était l'avènement d'un ministre au nom portant le nom d'Auguste Buisseret. Il était anticlérical, il était ministre de colonie vers les années 50-54, et finalement, c'est lui qui va donner les faits verts pour pouvoir créer l'université officielle au Congo. En revanche, l'Église protestante, comparativement aux deux autres acteurs qui l'avaient précédé, l'Église protestante va, dans sa stratégie discursive, mettre en avant-plan la remise en caution du monopole de l'enseignement supérieur aux catholiques, mais aussi elle va se baser sur la formation d'une élite essentiellement qui allait vers une idéologie qui est basée sur l'éthique chrétienne, éthique protestante chrétienne, on va dire. Dans la capacité sociale ou politique, c'était la négociation. Elle n'était pas aussi influente que l'Église catholique. Elle va juste négocier pour pouvoir créer l'université et l'opportunité entrepreneuriale. Dans ce cas-ci, c'était l'indépendance politique. Donc, c'est le contexte favorable qui lui donne l'idée de pouvoir aller créer l'université. Alors, toutes ces trois universités que j'ai mentionnées jusqu'alors, on arrive en 1960, c'est l'indépendance du Congo. Elles vont fonctionner relativement bien jusqu'au au début des années 70. Qu'est-ce qui arrive? Là, il y a un faisceau de causes structurelles et conjoncturelles qui vont, ou des signes avant-coureurs, qui vont donner lieu plus tard, nous le verrons, à l'émergence ainsi que l'inflation des universités privées. Premièrement, il y avait la réforme de l'INASA. L'INASA, c'est la nationalisation et la fusion des trois universités, qui a été décidé par Mobutu. Mobutu arrive 5 ans après l'indépendance, en 65, et il va créer 2 ans après un parti politique qu'on a appelé le Mouvement populaire de la Révolution, qui était le parti État. Ce parti État voulait contrôler tous les rouages, non seulement du pouvoir, mais aussi tous les secteurs de la vie nationale, entre autres l'enseignement. Donc, ce contrôle et la politisation de l'université va péricliter dans les années à venir les déclins de l'université publique, on va dire. Donc, en fusionnant les trois universités, il y avait une volonté de rendre l'enseignement supérieur conforme au dessein du régime. Et parmi les exemples, je donne juste les deux que j'ai mentionnés, comme vous les voyez, il y a, à partir du moment où les partis États contrôlent tous les rouages des universités qui étaient fusionnées, il y a eu des représentants du parti qui étaient nommés dans les conseils d'administration de l'université. On pouvait même nommer des professeurs rien que sur base du militantisme avéré au parti, plutôt que mettre en place des critères, notamment quelqu'un qui est formé, à la limite, qui a toutes les compétences, qui a les diplômes requis pour pouvoir enseigner, mais ce n'était pas le cas. Et donc, la politisation de l'université a conduit à son déclin jusqu'au moment où ils vont constater 10 ans après cette réforme de l'INASA l'échec et les pouvoirs en place vont décider qu'on revienne à l'ancienne formule, c'est-à-dire les universités devaient retrouver leur autonomie. Mais le mal était déjà fait, ce n'était plus la même université d'antan, et même les églises, notamment l'Église catholique, revendiquaient à ce que a donné des préalables pour que l'université lui revienne. Et donc, il était hors de question de pouvoir revenir avec la même université, l'Ovanium, qui était l'université catholique. Donc, c'est le monopole, finalement, de l'État qui continue. Arrive vers les années 80, les préconisations néolibérales, notamment avec les programmes d'ajustement structurel, qui va avoir comme conséquence l'aménagement du budget alloué à l'enseignement supérieur. Je n'ai pas mis les chiffres dans les slides, mais à titre indicatif, vers la fin des années 90, le budget était quasiment à moins 1% pour l'enseignement supérieur. Donc, il y a le dysfonctionnement de l'université publique qui va s'accompagner, manifester avec des grèves, la fermeture des universités, le chevauchement des calendriers académiques, c'est-à-dire une année académique commence et pendant une nouvelle année commence pendant que l'ancienne ne s'achève pas, et il y a beaucoup d'antivalaires qui vont élire domicile à l'enseignement supérieur. Tout ceci va finalement amener le comité central du mouvement populaire de la Révolution, donc les partis États, pour mettre fin au monopole étatique
et permettre ainsi la libéralisation de l'enseignement supérieur en 1989. Voilà, donc là, les universités privées voient le jour après la fin du monopole étatique sur l'enseignement supérieur. À titre indicatif, en 1996, il y a 260 universités, j'ai mis ça entre guillemets, et dans les échanges, on pourra revenir sur ce qui m'amène à mettre ça entre guillemets finalement. En 2010, il y en avait 844, et en 2020, c'est-à-dire l'année passée, selon un conseiller au ministère qui m'a donné ces chiffres, mais parlait de 695 structures ambitionnant d'organiser l'enseignement supérieur. Finalement, moi, je me suis posé la question suivante. Ma préoccupation était de savoir qu'est-ce qui incite les acteurs privés ayant des capitaux culturels institutionnalisés, économiques et sociaux à pouvoir créer ces universités, entre guillemets. Donc, c'est sous l'angle de la dynamique entrepreneuriale que s'est située finalement ma recherche. Alors, parmi les fenêtres d'opportunité et les stratégies discursives que finalement ces entrepreneurs vont pouvoir exploiter, il y a la demande sociale à l'enseignement supérieur que ne pouvait satisfaire l'université publique. Il y a aussi l'État défaillant, ici la faillite de l'État, je le vois au sens des Atman et autres, qui les définit comme un État qui est incapable de pouvoir remplir ses missions. Et la troisième fenêtre d'opportunité, c'est l'université publique en crise, telle que je venais de les décrire tout à l'heure avec tous les faisceaux de causes que j'ai mentionnés. Alors, il y a des données, là, je vais. Et l'hypothèse, il y a deux hypothèses qui ont guidé finalement cette recherche. La première était de dire les types de capital avec lesquels les entrepreneurs démarrent leur université ou créent l'université déterminent l'orientation que prend l'université. En d'autres termes, si je mets les moyens financiers pour créer l'université, il est vraisemblable pour ces entrepreneurs-là que l'objectif recherché ne sera pas forcément la formation, mais ça va être plus une orientation économique. Deuxième hypothèse, l'entrepreneur qui investit dans l'enseignement supérieur a d'autres activités qui attestent son goût d'entreprendre. Donc, pour organiser cet enseignement-là, il ne suffit pas seulement d'avoir l'organisation d'enseignement, mais en parallèle, il y a d'autres activités que cet entrepreneur exerce pour pouvoir soutenir les projets de son université. Alors, les données empiriques ainsi que toutes les analyses que j'ai faites m'ont amené finalement à avoir trois motivations dans les chefs de ces entrepreneurs. La première motivation, c'est la recherche du LIC. Et là, ça se voit à travers les caractéristiques des établissements tels que je les ai analysés. On va voir ces établissements qui recherchent le LIC. Finalement, on les voit en termes de les objectifs pédagogiques sont relégués au second plan. Et il y a d'autres acteurs qui les ont qualifiés de boutiques pédagogiques. Donc, une boutique qui vend juste un service comme un bien avec l'idée de pouvoir bénéficier, d'avoir un profit économique qui vient avec. Donc, très clairement, ce sont des établissements qui ont une orientation tout à fait commerciale. C'est ça, en fait, la recherche principale qu'ils poursuivent en organisant l'enseignement supérieur. La deuxième motivation, c'est la formation de la jeunesse. Là, on a des universités qui ont une organisation de l'enseignement relativement bonne, avec un personnel attitré, et ils ont aussi des infrastructures qui sont plus ou moins viables. Et elles ne sont pas beaucoup, c'est les universités qui ont été créées, entre autres, par l'Église catholique, l'Église protestante et d'autres confessions religieuses. La troisième motivation que j'ai dégotée à travers les analyses que j'ai faites, c'est les gains en notoriété, mais plus une notoriété politique. Et ces promoteurs ou entrepreneurs vont créer les universités, entre guillemets, pour en faire un objet de propagande politique. L'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai créé une université dans tel terroir et je vais solliciter l'électorat pour leur dire, plutôt que vos enfants puissent parcourir de longues distances, aller en ville qui va vous coûter cher, mais voilà, moi, je vous amène une université directement dans votre territoire. Donc, c'est pour un gain ou un profit politique. Alors, un mot pour les moyens et les logiques d'action entrepreneuriale. Ce qui était frappant dans cette étude,
c'est qu'en termes d'infrastructure, par exemple, ou les moyens matériels, il y aura, le fonctionnement se fait le fonctionnement précède la mise en place des infrastructures. Alors que la logique voudrait, je crée l'université, je mets les moyens, je construis, il y a des locaux, il y a toutes les infrastructures qui viennent avec, et après, je vais lancer les inscriptions pour que les élèves ou les étudiants puissent venir étudier. Mais la logique qui a prévalu dans l'ère action entrepreneuriale, c'est de mettre d'abord, de faire fonctionner ces universités avant la mise en place des infrastructures. Et c'est ainsi qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'établissements sans adresse fixe, c'est-à-dire qui migraient d'un endroit à l'autre par manque d'infrastructures et allaient, par exemple, louer dans les écoles primaires qui ont des enfants qui étudient les jours et les soirs. Ces établissements qu'on loue vont être occupés par ces fameuses universités. Pour leur financement, le financement repose sur la participation de l'étudiant dans la construction matérielle de l'université. Donc, c'est un modèle participatif des parents d'élèves qui vont, à travers les frais scolaires qu'ils payent, permettre à certains de ces entrepreneurs pour construire ce qu'ils appellent les universités. Pour les personnels enseignants, il y a très peu d'universités privées qui recourent au personnel du public parce que ça a quand même un coût. Ce ne sont pas toutes ces universités privées qui vont se permettre de donner le luxe de pouvoir faire recours au personnel du public. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement pour toute cette séquence? Première conclusion que nous avons tirée, entre 1989 et 2003, il y a une défaillance étatique telle qu'on le voit. C'est-à-dire qu'il y a une création des universités qui s'est créée sans que l'État ne soit informé. Et même s'il était informé, les mesures qui étaient prises n'allaient pas dans le sens de dissuader ces entrepreneurs-là dans leur activité entrepreneuriale. C'est seulement en 2003 qu'il faut attendre une tentative de recadrage du secteur d'enseignement supérieur par l'entrepreneur de morale. Ici, je prends l'expression de Becker, qui est dans son livre sur la sociologie de la déviance. L'entrepreneur de morale, c'est celui qui édicte les règles. Mais il ne suffit pas de les édicter, encore faut-il être à mesure, à même de pouvoir les appliquer. Et donc, là, l'État va essayer de faire des enquêtes de viabilité en fermant des établissements qui étaient jugés non viables. Mais le bémol, c'est que même en les fermant, ces établissements ont trouvé toujours des moyens pour revenir et continuer à organiser l'enseignement supérieur. Donc, les défaillances de l'État continuent toujours d'une manière ou d'une autre à exister. Donc, l'État est plus ou moins laxiste de ce point de vue-là. On va aussi uniformiser les programmes d'enseignement pendant cette période, mais avant, chaque établissement enseignait tout ce qu'il voulait, le contenu. L'État n'était même pas regardant ce qui était enseigné, mais on va finalement faire un recadrage en uniformisant les programmes d'enseignement. Il en est de même pour l'homologation des grades statutaires. Alors, deuxième conclusion par rapport à cette recherche, il y a le mimétisme institutionnel. Ce sont des universités qui se sont ajustées au contexte existant, mais il n'y a pas eu suffisamment d'innovation en termes de demandes différenciées, c'est-à-dire avec de nouvelles filières qui se créent. Ce sont les mêmes filières qu'on retrouve dans les universités classiques que ces enseignements, ces universités privées organisent également. Donc, c'est la même, ils se copient, ils font des copier-coller tout simplement, ce qui fait qu'il y a un mimétisme institutionnel de ce point de vue-là. Alors, l'État et l'université publique, ce sont des structures qui ont été, je vais dire, tirées à boulet rouge par ces entrepreneurs privés, mais il n'en demeure pas moins que les deux institutions restent symboliquement des repères dans l'opinion, même si elles ont une efficacité fonctionnelle, elles n'ont pas une efficacité fonctionnelle, elles continuent toujours à garder une efficacité symbolique dans l'opinion. Donc, l'université publique, malgré la crise, malgré son dysfonctionnement, continue toujours à avoir une image relativement glorieuse dans l'opinion. Enfin, quels sont les apports de ces universités privées? Premièrement, d'après les analyses, nous avons dit le premier apport, c'est que c'est une alternative à l'offre publique d'enseignement supérieur pour résorber la demande excédentaire.
étant donné que les universités publiques n'ont pas la capacité de pouvoir admettre tous les enfants ou tous les élèves qui finissent les études secondaires, mais ces établissements privés se sont révélés finalement comme des alternatives pour pouvoir accueillir ces étudiants-là. Le deuxième apport, c'est une source de profit économique, on s'entend, pour ceux qui les créent, pas seulement une source de profit économique, mais aussi une source de profit politique pour les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs politiques qui vont utiliser ces établissements comme un objet de propagande politique dans les élections ou les échéances électorales. Et enfin, c'est aussi une possibilité donnée aux professeurs de l'université publique de compléter les rémunérations. Juste à titre purement illustratif, vers les années 90, quand il y a eu tout ce qui a mené l'université publique dans la crise, les professeurs les plus gradés de l'université publique percevaient par exemple $50 US. Donc avec ces salaires modiques, les universités privées se sont finalement révélées comme des structures qui allaient amener les enseignants du public à pouvoir compléter leurs revenus. Voilà ce que je peux dire en somme pour cette recherche. Je vous remercie pour votre attention et nous pouvons continuer la discussion dans nos échanges. Je vous remercie infiniment, professeur Didier Pidika Mukawa. C'était une présentation extrêmement intéressante. Et évidemment, j'invite les gens qui regardent la vidéo en direct sur notre page Facebook à poser des questions. Nous en avons déjà une, mais je vais laisser mon collègue Alexandre Beaupré-Lavallée se faire le relais. Avant cela, je voudrais quand même poser une petite question de précision, puisque vous l'avez vous-même dans le fond, amorcé ou tendu la perche pour cette question, lorsque vous avez mis les universités entre guillemets. Oui. Donc, évidemment, j'aurais aimé comprendre, est-ce que ces universités privées sont des universités? Et donc, en fait, le corollaire de cette question-là, c'est finalement, comment avez-vous vous-même défini l'université pour votre étude? Très bonne question, Olivier. Merci beaucoup pour la question. Pourquoi je l'ai mis entre guillemets? On sait que l'université, pour ce qu'on appelle l'université, c'est une structure qui a l'enseignement, qui organise l'enseignement. Elle organise la recherche, mais aussi, elle a comme mission de pouvoir finalement contribuer à la société, on va dire. C'est-à-dire, elle élève pour, elle est là aussi pour la société, c'est-à-dire à travers l'expertise qu'elle a de ses enseignants, à travers les recherches qu'elle mène, c'est pour contribuer, n'est-ce pas, au développement de la société. Mais tout ceci, quand on regarde les trois éléments, enseignement, recherche et sa contribution à la société, mais très clairement, ces universités que j'ai mis entre guillemets ne les remplissent pas. Donc, elles ne sont universités que, premièrement, on met un écriteau, université machin, mais en même temps, étant donné que les parents ou les élèves ont la soif d'avoir les diplômes, qu'ils ne peuvent pas avoir à l'enseignement, disons, à l'université publique, qu'est-ce qu'elles font? Ils vont recourir à ces universités que l'on qualifie de boutiques pédagogiques finalement. Donc, pour moi, en les mettant entre guillemets, elles ne remplissent pas les critères d'une université. Pas de bibliothèque, pas d'enseignants titrés, pas d'infrastructures viables, aucune recherche qui est menée. Et donc, tout ceci fait finalement que ça me donne l'idée de pouvoir les mettre entre guillemets. Donc, voilà, c'est par rapport à ça que je l'ai mentionné, Olivier. Extrêmement intéressant. Je vais donc laisser la parole à mon collègue Alexandre. Est-ce que nous avons des questions du public? Oui, une première qui nous vient de Laurence P. Pelletier qui voudrait savoir si la demande sociale pour l'enseignement supérieur comme stratégie discursive, je m'excuse, est comprise comme une demande pour plus de place parce que les universités publiques sont saturées ou plutôt comme une demande pour de nouveaux programmes et de nouvelles formations qui sont absentes de ces universités publiques. Très bonne question. Merci, Laurence, pour votre question.
Oui, je dirais en partie dans ce que vous dites, oui. Donc, premièrement, on aurait voulu qu'en créant les universités privées, qu'il y ait une demande différenciée. C'est la demande différenciée, une filière qu'on ne trouverait pas forcément dans une université publique. Mais ici, ce qui arrive, la création de ces universités ne correspond pas à la demande différenciée qu'ils organiseraient ou qu'elles organiseraient, mais plutôt à la demande excédentaire à laquelle l'université publique n'est pas en mesure de satisfaire. Donc, ce qui arrive aussi, je crois que je l'ai mentionné dans mon propos, on crée les universités pour pouvoir bénéficier du même personnel de l'enseignement de l'université publique. En d'autres termes, un promoteur ne va pas créer une filière technique, par exemple l'informatique, qui demande premièrement des moyens colossaux qu'il n'a pas. Lui doit rentabiliser ses moyens en mettant des filières pour lesquelles, par exemple, là, je parle de la ville de Kinshasa. Très clairement, à Kinshasa, c'est facile d'organiser ce type d'enseignement parce que les profs sont à Kinshasa. Mais ceux qui sont à l'intérieur, par exemple, du pays, ne peuvent se permettre, même pour les universités, les filières, des nouvelles filières, elles ne vont pas se les permettre de les organiser, premièrement par manque de moyens, mais aussi par le manque de professeurs disponibles qui peuvent enseigner dans ces universités-là. Donc, ce qui fait qu'elles le font plus, non pas pour organiser de nouvelles filières, mais plus pour satisfaire à la demande excédentaire que l'université publique n'est pas à même de satisfaire. Merci beaucoup. J'aimerais passer la parole à ma collègue Marie-Josée Goulet, qui aurait également une question pour vous. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Didier, pour la présentation. C'était super intéressant. Quel panorama riche d'histoire. Moi, j'avais une question sur une expression que vous avez utilisée sur l'efficacité de l'université publique telle qu'elle est conçue aujourd'hui, à savoir l'efficacité symbolique. Je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Puis là, je m'excuse d'avance, j'embarque peut-être sur la prochaine question qui est posée dans Facebook, mais comment on peut déterminer que le public voit encore une certaine efficacité, dans ce cas-ci symbolique, de l'université publique, malgré là, le terrain qu'occupent aujourd'hui les universités privées? C'est quoi les indicateurs plus précisément de cette expression-là? OK. Merci Marie-Josée pour la question. Finalement, comme je l'ai dit dans ma présentation, l'université publique a connu son histoire, donc sa trajectoire historique. Quand on arrive vers les années 70, Mobutu, qui a fait 32 ans à l'ex-Zaïre, a pris beaucoup de décisions que je dirais il a fait beaucoup de mauvais choix. Pas seulement en termes pour l'enseignement supérieur, mais aussi dans les autres secteurs de la vie nationale. Alors, lorsque nous parlons de l'efficacité, mais en termes d'efficacité, qu'est-ce qui arrive? On voit les étudiants qui finissent dans cette université-là. Leur niveau, par exemple, a dégringolé, c'est plus efficace. Il se rend compte que l'étudiant d'aujourd'hui qui termine, je donne un exemple tout à fait simple. Vous imaginez un étudiant finit son cycle, 3 cycles normaux, qui n'a jamais, les mots étaient peut-être trop forts, mais lu, par exemple, 10 ouvrages, ne fût-ce que 10 livres, hein, de première année jusqu'en dernière année. Donc, le moment où il va se permettre de lire quelque chose, c'est quand il fait, par exemple, un mémoire ou un travail de fin de cycle, parce qu'il y a 2 cycles. Il y a les graduats, comme on l'appelle chez nous, et la licence. Donc, c'est 5 années. Alors, comment voulez-vous que cet étudiant-là soit à même de pouvoir saisir les informations qu'on lui donne et les mettre en pratique? Et donc, même la société les constate. Là, c'est un des exemples que je vous donne. Donc, ce n'est pas efficace, très clairement. Je vois, par exemple, en Occident ou ailleurs, je ne parle même pas de l'Occident, mais
si je comparais à d'autres universités qui sont en Afrique, notamment au Burkina Faso, Sénégal et autres, on les met, il y a un écart en termes de formation, premièrement. Donc, l'efficacité, je prends un produit, l'étudiant qu'on enseigne, il sort de l'université avec beaucoup d'insuffisance. Sur sa spécialité, il a lui-même d'abord à défendre ce qu'il a fait comme spécialité. Je ne parle pas de tout le monde. Évidemment, il y a toujours une minorité qui se distingue, mais là, je parle de la globalité. Ça, c'est de un. De deux, si je pars au niveau de... Je prends comme exemple les filières techniques en termes de laboratoire qu'on a en médecine ou en chimie et autres. Pas assez d'équipements pour encadrer ces étudiants-là. Donc, ce n'est pas efficace. Mais dans l'opinion, comparé à ces universités que j'ai mentionnées, entre guillemets, mais l'université publique continue toujours à garder cette efficacité-là symbolique. Dans les concrets, on ne les voit pas, mais on croit toujours à cette université-là. Deuxième exemple que je donnerai, il y a beaucoup d'universités privées, mais en même temps, c'est l'université publique qui forme certains enseignants du privé, notamment à travers le programme de troisième cycle qu'elle organise. Donc, même si elle ne se fait pas tout à fait dans les règles de l'art, mais c'est à cette université-là qui est en crise qu'on va finalement se confier pour un certain nombre de choses. Donc, c'est une efficacité, oui, elle n'est pas efficace, mais en même temps, dans l'opinion, elle continue à avoir ce symbole-là, oui, l'université publique, elle est là, elle existe, et elle continue à fonctionner, malgré tous les éléments que j'ai mentionnés. Marie-Josée, est-ce que je crois que tu avais une question de suivi? Oui, mais merci beaucoup, Didier. C'est super intéressant, mais en même temps un peu peut-être inquiétant, juste dans ma tête pour le moment. Donc, c'est pour ça que je veux poser une autre question. Oui. Donc, le constat que vous faites de la, je vais le mettre en guillemets, là, qualité ou efficacité là, de l'université publique est quand même assez, je dirais, pour utiliser un euphémisme, mitigé. Et donc, quel constat faites-vous des universités privées et qu'est-ce qu'on doit penser de cet écart-là? Oui, le constat, c'est que, vous savez, Madame Marie-Josée, dans tout ce que vous dites, il y a des exceptions, il faut le dire. Je dois mentionner quand même, il y a des exceptions. Même dans cette crise-là, il y a des faits positifs qu'on peut mettre dans l'actif de ces universités-là. Si je parle des universités privées, je vois juste les universités confessionnelles. Je prends une université là, l'université catholique du Congo, ICC. Elle est en partenariat avec beaucoup de partenaires internationaux, même en termes de programmes. Elle organise relativement un très bon niveau d'enseignement, en tout cas on s'entend. Et il y en a aussi d'autres comme l'université protestante du Congo. Là, je parle des universités qui sont à Kinshasa. Donc, mais les restes qui sont détenus par les autres que je qualifierais des entrepreneurs économiques ou les commerçants, au sens, si je peux prendre ces termes-là, mais l'écart, c'est ce que moi je veux. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, que l'État se ressaisisse pour mettre de l'ordre, le fermer carrément, en même temps, donner les moyens qu'il faut à l'université publique pour renverser la vapeur. Mais au stade actuel, il est très clair que c'est une université qui est en crise avec tous les éléments que j'ai mentionnés. Pour l'université privée, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut les fermer. Comment on va les fermer au moment où l'État lui-même est faible? Donc, toute la problématique de l'État défaillant refait surface. Donc, c'est l'acteur clé pour mettre de l'ordre, c'est toujours l'État que je dirais qui doit le faire. Mais aussi longtemps, l'État ne le fera pas. Mais ces universités vont se prospérer. D'ailleurs, il y a, en marge de cette conférence, avant, j'étais en contact avec un des conseillers du ministre qui me disait, sur la table du ministre, il y a d'autres universités qui sont prêtes, entre guillemets, à avoir l'autorisation de fonctionnement.
Donc, la situation, elle est toujours d'actualité. Ce qui change, c'est les pouvoirs publics qui doivent prendre les taureaux par les cornes pour dire, hey, ça en est assez, il faudrait que ça s'arrête à un moment donné. Tant que l'État ne le fera pas, mais ils ont trouvé un terreau pour pouvoir continuer à organiser ces universités privées ou cet enseignement supérieur. Donc, ce qu'on doit faire, en bref, pour faire bref, il faudrait que l'État mette de l'ordre. Mais la question que je me pose, qu'est-ce que fait cet État-là qui est défaillant? C'est vraiment un dilemme. C'est un cercle vicieux finalement. Merci beaucoup pour cette réponse. J'aimerais donner la parole à mon collègue Alexandre qui a aussi une question. Merci, professeur Mukawa. C'était d'un intérêt absolument incroyable. En tout cas, si on s'intéresse à l'enseignement supérieur, ce que je pense que tout le monde fait ici, vous avez mentionné vers la fin que les universités privées constituent une espèce de bassin supplémentaire ou d'un bassin alternatif pour les professeurs du réseau public qui voudraient compléter leur rémunération. Et je m'avance peut-être plus loin que ce que vous avez fait, mais je serais intéressé de savoir comment ça se joue dans la tâche de ces professeurs-là. Est-ce que ces professeurs du public qui vont compléter leur rémunération privée, est-ce que ça s'ajoute à une tâche qui est déjà pleine ou est-ce qu'il s'opère des substitutions informelles dans la tâche de ces profs-là ou ils vont remplacer des pans de leur tâche comme professeurs du public par de la réalisation privée? Merci à Alexandre pour la parole. En fait, d'après le constat, ce qu'ils font, il y a d'autres qui, avant d'aller enseigner dans ces universités-là, ils terminent d'abord leur charge horaire à l'université publique. Ils le font, il a fini ses cours, mais le temps qui lui reste, il va aller dans ces universités-là. Tout comme il y a des autres, certains qui font l'inverse. C'est-à-dire, il a ses cours en deuxième semestre, mais au premier semestre, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par ces universités privées-là. Mais je l'ai mentionné, c'est pas dans toutes ces universités que ces profs vont, mais c'est dans les universités qui ont quand même pignon sur rue, qui sont plus ou moins mieux cotées, pour ne pas donner comme une espèce de, je vais dire, une bénédiction qu'ils n'ont pas besoin. Mais ce qu'il faut aussi mentionner, ces entrepreneurs privés veulent absolument avoir ces enseignants-là. Parce que c'est quelque chose qu'ils vont vendre pour attirer les étudiants. Écoutez, chez moi, il y a quand même des professeurs attitrés qui viennent enseigner et donc leur présence confère la qualité de l'enseignement. Et ça devient, en d'autres termes, un objet de marketing pour pouvoir faire la publicité auprès des parents d'élèves ou d'élèves de venir s'inscrire dans leurs universités. Donc, c'est comme ça se passe. Mais vers les années 90, au moment où les salaires étaient, je l'ai mentionné, $50 pour un professeur ordinaire à l'époque, mais ni était une formule qu'on a trouvée, par exemple, à l'université de Kinshasa, à travers l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, en mettant en place ce qu'on appelle les partenariats éducatifs. Ces partenariats étaient de dire aux parents, l'État est défaillant, mais qu'est-ce qu'on fait avec vos enfants? Donc, vous devez contribuer à l'effort pour pouvoir continuer à organiser l'enseignement. C'est ce qui est arrivé. Et cette formule-là, elle est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Donc, à tous les niveaux, que ce soit public, privé, de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur, c'est ce modèle participatif des parents qui finance carrément l'enseignement au Congo. Très récemment, le président de la République a pris la décision qu'on revienne à la gratuité de l'enseignement, mais c'est une gratuité qui est appuyée financièrement par, entre autres, les partenaires extérieurs comme la Banque mondiale. Donc, c'est un financement extérieur pour pouvoir soutenir. L'idée, c'est de pouvoir aller jusqu'à l'école secondaire. Mais ce qui arrive actuellement, c'est une formule qui n'a pas marché. Ça a créé un nombre assez impressionnant des enfants, par exemple, à l'école primaire, dans des classes. Une classe pouvait contenir même 70, voire même on parle de 80 élèves dans une classe. Les enfants qui traînaient à la maison sont allés à l'école parce qu'on leur disait, on disait aux parents que l'école est gratuite désormais. Mais en même temps, ça montrait ses limites.
Et l'Église catholique, qui organise entre autres aussi l'enseignement primaire et secondaire, a dit à l'État, mais cette formule ne marche pas. Donc, nous devons revenir au modèle participatif des parents. Donc, ces modèles-là, c'est le modèle auquel recourent aussi les entreprises, les universités privées pour financer leur enseignement. Du moins pour les établissements qui ont comme objectif, comme je le disais tantôt, les entrepreneurs qui ont comme objectif la recherche du lucre, plus ils ont beaucoup d'étudiants qui viennent chez eux, plus ils font de l'argent sur leur dos. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ta question, Alexandre. Merci beaucoup. On avait une question aussi posée dans le chat et je vais dans le chat, dans les commentaires Facebook et je vais la fusionner avec la mienne en fait. Une question donc en deux parties. Une première, c'est dans le fond, est-ce qu'on comprend que la prolifération, entre guillemets, des universités privées au Congo a accru l'accès général de la population à l'enseignement supérieur? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il y a un différentiel de prestige entre les valeurs accordées aux diplômes de l'université publique ou privée? Il y a des pays, par exemple en Amérique latine, où les universités d'État côtoient les universités privées. Les universités d'État conservent un prestige supérieur. En même temps, considérant ce que vous avez dit, ce que vous avez répondu à Marie-Josée, je peux présumer de la réponse. Donc, finalement, une question en deux parties. Est-ce que les universités privées, selon vous, ont contribué à accroître l'accès à l'enseignement supérieur au Congo? Et est-ce que la valeur des diplômes qui sont accordés par ces universités privées équivalent ou sont supérieures à ce qui est offert dans les universités publiques? Merci, Olivier, pour les deux questions. Est-ce que les universités privées ont acquis finalement l'accès à l'enseignement supérieur? Je dirais oui, très clairement. Parce que vous imaginez, je donne un exemple. L'université de Kinshasa, la première université publique créée vers les années 54 par l'Église catholique et ainsi que les catholiques de l'Université catholique de Louvain, était créée, construite pour accueillir 5000 étudiants. Mais aujourd'hui, elle accueille plus ou moins 30 000 étudiants, donc 6 fois le nombre pour lesquels elle était destinée. Alors, en termes des élèves qui finissent leurs études secondaires, on parle de plus ou moins 300 000, entre 100 000 et 300 000 élèves qui finissent leurs études secondaires chaque année. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tous ces élèves-là? Donc, ces universités privées se répartissent le nombre. Mais là, il faut aussi mettre quelque chose. Toutes les universités privées n'ont pas, on ne doit pas les classer au même niveau. Donc, il y a des très bonnes universités privées, entre autres celles qui sont gérées respectivement par l'Église catholique et protestante. Viennent ensuite une deuxième catégorie et finalement la masse d'autres universités privées. Donc, ça a permis à beaucoup d'élèves qui ne sont pas capables de trouver des places dans une université publique de s'inscrire dans une université privée. Il y a des universités aussi régionales, il y a des universités communautaires qui appartiennent à une communauté qui se trouve dans une région donnée. Toutes ces universités permettent effectivement aux élèves de pouvoir élargir leurs horizons intellectuels. Mais en même temps, en termes de diplômes, non, très clairement, tous les diplômes n'ont pas toutes les universités, étant donné qu'elles ne s'équivalent pas. Et donc, en termes de prestige de diplôme, ça diffère d'une université à une autre. Mais les universités publiques, globalement, on va dire globalement, le niveau de l'enseignement, il est relativement moyen, je vais dire, mais c'est aussi un déterminant pour les diplômes qu'il accorde à leurs récipiendaires, si j'ose dire. Donc, ce n'est pas le même niveau en termes de la qualité des diplômes, ce n'est pas la même qualité.
Et donc là, je vais, oui, conclure avec vous, avec les mots que vous avez mentionnés. Les diplômes ne s'équivalent pas. Ils n'ont pas tous la même valeur. Je vous remercie beaucoup pour... La même valeur, mais ce qu'il faut aussi ajouter, il faudrait faire des études, notamment pour suivre réellement qui fait quoi et qu'est-ce qui fait quoi et quelle est la qualité des gens qui terminent dans ces universités. Donc, ça prend vraiment des études assez approfondies pour pouvoir déterminer qui est l'université. Sur base de quels critères on peut dire tel diplôme d'une telle université est meilleur ou plus valeureux par rapport à une autre université. Merci infiniment pour le temps que vous avez pris avec nous. Merci pour cette conférence extrêmement intéressante. L'enseignement supérieur, c'est un champ d'études et de pratique qui est en pleine transformation à travers le monde. Et votre présentation nous permet de poser notre regard sur d'autres régions et ça nous permet, ce faisant, de peut-être revoir certaines préconceptions, certains a priori, notamment par exemple sur le rôle du privé en enseignement supérieur. Donc, c'est un regard différent qui est extrêmement enrichissant. Et donc, je voulais vous remercier à nouveau pour le temps que vous avez pris avec nous. Je veux remercier Alexandre Beaupré-Lavallée et Marie-Josée Goulet qui m'ont accompagné dans l'animation de cette séance. Et je voudrais inviter évidemment tout le monde à continuer à suivre les événements sur la page lires.ca et sur la page Facebook Labo Lires. Et voilà, je vous remercie à nouveau, M. Pidika Mukawa. Et je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci Marie-Josée, merci Alexandre. Au revoir.